Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir dans cette émission, ce nouveau numéro de Qui dit vrai. Ce soir, nous recevons pour vous M. Papi Tamba, il est membre de la majorité présidentielle du PPRD. Bonsoir M. Papi. Bonsoir M. John. C'est pour la première fois pour nous de vous recevoir, c'est avec plaisir. Vous êtes aussi spécialiste en communication numérique pour le compte du chef de l'État. Vous avez pu quand même soigner son image sur le net au regard de tout ce qui s'est dit à propos de sa personnalité, de son pouvoir et même de sa famille. Vous le savez plus que moi. Merci pour l'invitation. Donc, cela va de soi, comme j'essaie de le dire. Malheureusement, cet espace est utilisé, je parle de l'espace média électronique, par certains politiciens, je pourrais dire véreux, ou par certains Congolais, pour essayer de véhiculer des mensonges, des insultes, des commérages, des choses qui n'ont aucun fondement. Vous savez, des fois, on peut se dire que c'est sur le net, après tout, c'est un effet des cafés de commerce. Mais à un certain moment, c'est une mayonnaise qui prend, parce que ça commence sur le net et ça peut avoir une grande et grave incidence dans la vie réelle des Congolais. Donc voilà pourquoi nous avons pris la résolution, avec les risques que cela comporte, parce que ces gens dans cet espace n'aiment pas la contradiction. Ils n'aiment pas que nous puissions recadrer les choses pour dire la vérité où il faut, remplacer les mensonges. Et des fois, nous sommes victimes des insultes, nous sommes victimes de menaces, des menaces même de mort, des coups de fil intempestifs, une intrusion dans nos vies privées. Mais nous avons fait ces choix-là parce que nous pensons que c'est le choix de la vérité. Alors, vous êtes là ce soir pour parler non pas de ça, on voudrait ça pour beaucoup plus parler de la vision du chef de l'État, la vision que vous défendez, vous, de la majorité, sinon du PPRD, la vision que vous avez recommandée à Matata Ponyo et à son gouvernement pour du moins ces quinquennats, la vision qui a été défendue devant les représentants du peuple au Parlement. Sentez-vous à l'aise aujourd'hui d'appliquer ces programmes du gouvernement, peut-être recommandés par le chef de l'État? Monsieur John, des fois, quand j'entends certaines choses, ça m'étonne un tout petit peu. Le chef de l'État a bâti campagne dans ces pays. Il a bâti campagne, il a été partout, il a dit des choses, il a promis des choses. Quand nous parlons de la révolution et de la modernité, ce n'est pas une vision que Matata a amenée devant l'Assemblée nationale. La révolution et la modernité a été quelque chose qui a été présenté pendant la campagne présidentielle, avec des perspectives, avec des plans opérationnels. Maintenant, l'esprit de notre Constitution est clair. C'est que le chef de l'État est la personne qui a la légitimité la plus étendue, qui va au contact du souverain primaire qui est le peuple. Mais une fois investi, à côté de lui, il y a un Parlement qui sera élu et le chef de l'État doit déléguer, c'est-à-dire il doit nommer un gouvernement. Le gouvernement qu'il va nommer sera responsable, non plus devant le peuple, comme lui, il est responsable devant le peuple, mais devant les députés. Et le gouvernement, maintenant, est là pour matérialiser la vision du chef de l'État. Une vision que le chef de l'État a donnée pendant la campagne. Cette vision a été un projet pendant la campagne, mais c'est ce que Matata Ponyo a présenté. Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Matata Ponyo... Il a présenté un projet ou un programme du gouvernement? Non, Matata Ponyo, selon l'esprit de la Constitution, a présenté un discours de politique générale. C'est ce que les Congolais doivent savoir. Matata Ponyo vient en tant que gouvernement nommé par les chefs de l'État. Il doit mettre en place un discours de politique générale devant l'Assemblée qui doit élire, qui doit plutôt essayer de prendre des positions par rapport à ce discours général et aussi par rapport à son gouvernement. Donc c'est un programme de discours général, mais qui n'est rien que les reflets, les miroirs des idéaux défendus par la campagne où les idées forces, nous les trouvons dans les discours d'investiture du chef de l'État du 20 décembre 2011. Donc nous ne sommes pas devant, on n'est pas en train d'inventer la roue. Ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait partout. Il y a un régime semi-présidentiel. Je ne vois pas sur base de quoi on veut nous présenter les programmes de Matata Ponyo comme étant une innovation ou quelque chose de nouveau. Quand on parle de l'opacité de constater dans ces programmes, pas chiffré, pas chronométré, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire dans une année. C'est quand même important de le dire. Je pense que c'est pas, on ne joue pas une comédie là. Il ne vient pas présenter un plan opérationnel, il vient présenter un discours de politique générale par rapport à un programme pour lequel le chef de l'État a été élu. Quand il présente les discours de politique générale, il essaie de présenter des grandes lignes qui seront budgétisées année par la loi des finances publiques.
Un discours de politique générale n'est pas la présentation du budget. La première année, Matata Ponyo dira ce qu'il va faire par rapport au budget qui va être présenté. Parce que je vais vous dire une chose. C'est que si les gens pouvaient lire la révolution et la modernité, qui sous-tend, c'est-à-dire Matata Ponyo trouve, son Excellence Matata Ponyo, le Premier ministre, il trouve son plan ou son programme de politique générale par rapport à la révolution et la modernité. Mais il y a des délais qui sont donnés, il y a des dates qui sont données, il y a des objectifs qui sont précis. Lorsque nous disons, par exemple, dans le cas de faire de la RDC un pool d'intelligence et de savoir-faire, mais nous savons tous quelle est la vision du chef de l'État. La vision des chefs de l'État, c'est de faire que, par exemple, dans l'horizon 2013, la rentrée scolaire 2013-2014, qu'elle soit obligatoire au moins de 15 ans. Ça, quand le chef de l'État l'a dit pendant la campagne, Matata Ponyo ne va plus venir les redire pour dire que voici ce que nous allons faire en 2013. Matata Ponyo est là pour essayer de reprendre globalement cette vision, mais maintenant, il va y avoir des plans opérationnels par rapport au budget qui sera présenté. Soyons sereins, attendons au moins le budget pour savoir ce qui sera fait pour cette année 2012, ce qui sera fait pour l'année 2013, il y aura un budget et année par année. N'essayons pas de confondre les choses, parce que nous avons tout entendu à l'hémicycle. Vous savez, devant un discours de politique générale, il y a des honorables députés. Je les appelle d'honorables députés parce que ce sont des élus du peuple. C'est la seule chose qui me permet de les appeler d'honorables députés. Mais qui sont venus demander au Premier ministre, par exemple, des choses qui relèvent de l'institution judiciaire. Un Premier ministre qui n'a pas qualité, par exemple, de répondre à un problème où quelqu'un a été détenu de droit commun, condamné régulièrement par une justice, pour dire qu'il va venir maintenant dire un programme qui va maintenant essayer de parler de ces détenus. On a demandé au Premier ministre de dire quel sera le salaire du chef de l'État lors d'un discours de politique générale. On a tout entendu. Là, nous sommes dans un mélange des genres. Essayons tout simplement. Moi, je peux facilement le comprendre. Je le comprends parce que là, nous sommes pour la toute première fois en train de vivre une transition entre un premier mandat démocratique et un deuxième mandat démocratique. Notre pays, pour la toute première fois dans l'histoire, depuis son existence, depuis 1960, est en train aujourd'hui de vivre le passage vers un mandat démocratique vers un autre. Je peux encore comprendre cet enfantillage que nous constatons chez certains députés, mais ils peuvent apprendre. Mais est-ce que ce Parlement est encore crédible? Est-ce vraiment un Parlement de la République ou c'est encore un Parlement avec une opposition minoritaire à côté d'une majorité majoritaire? Attendez, Monsieur John, cela ne fait que respecter la logique de tous les régimes politiques semi-présidentiels. En France, je vais vous parler de la France, par exemple, les mandats passés. Les mandats passés, il y avait un président qui était élu de l'IMP qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Mais à côté de ça, il y avait un Parlement qui était largement majoritaire à l'IMP. Qui était largement majoritaire de l'IMP. Il y avait un Parlement où on parlait même de la vague bleue. C'est-à-dire, quand on parlait de l'IMP au niveau du Parlement, on parlait de la vague bleue. Ils étaient largement majoritaires. Cette coalition qui était avec l'IMP. Donc, c'est-à-dire quoi? Les problèmes qui se posent. Et aujourd'hui, nous allons voir les nouveaux paysages, la nouvelle figure de ce que sera le Parlement en France. Un chef de l'État élu a besoin d'une chose. Un chef de l'État élu a besoin d'un Parlement qui puisse lui être acquis. Enfin, je parle bien d'un régime semi-présidentiel, de faire passer ses décisions. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que ce que le peuple a accepté pendant la campagne présidentielle a le mérite d'être accepté au niveau du gouvernement, dans les rapports gouvernement-parlement. Parce que ce serait quand même inadmissible que nous puissions avoir le peuple souverain primaire qui puisse donner son quitus à un chef de l'État élu en disant que nous sommes d'accord, par exemple, avec vous sur ces programmes de la révolution de la modernité. Mais lorsque maintenant le chef de l'État va mettre en place un gouvernement qui va être responsable devant le Parlement, au niveau du Parlement, maintenant, on trouve maintenant une autre... Le Parlement maintenant nous présente, c'est peut-être les cas de cohabitation, une autre politique de l'opposition. Ce n'est pas admissible, ce n'est pas logique. Donc, il faut savoir une chose, c'est que dans la politique, on ne sert pas des choses, on ne sert rien sur un plateau d'argent. La politique, c'est le mérite et il faut travailler. Mais ce sont plus les représentants de l'opposition et de la majorité qui sont au Parlement et non du peuple, parce que vous, du moins de la majorité, parce que vous êtes là avec nous ce soir, vous n'allez pas laisser le Premier ministre être critiqué ou sanctionné s'il le faut. Mais je suis en train de vous dire qu'un Parlement a toujours une couleur. Si aujourd'hui le Parlement avait la couleur de l'opposition, c'est-à-dire nous parlions de la cohabitation dans notre pays, que dirions-nous?
nous dirions que l'opposition est majorité au Parlement avec les premiers, ce qui sera toujours soutenu. C'est la règle du jeu de la politique. On ne va pas je ne vais jamais, moi, devenir défenseur d'une opposition qui n'a pas travaillé. Et si nous, on ne travaille pas, l'opposition ne sera pas, par exemple, et ne va pas devenir défenseur, par exemple, des gens qui n'ont pas travaillé. Ça sera pas on est là pour essayer de... Nous sommes dans un régime où il règne la discipline des partis. Il ne faut pas l'ignorer. Donc, il faut savoir une chose. C'est que, et ça doit être clair dans les esprits des Congolais. Aujourd'hui, vous faites partie d'un régime, c'est-à-dire d'un parti politique, d'une plateforme politique, d'une majorité parlementaire, vous êtes tenu à la discipline de votre majorité. Maintenant, si les autres, ils n'ont pas cette majorité, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de se préparer pour le prochain mandat. Maintenant, la partie qui a remporté largement n'est pas là maintenant pour essayer de mater ceux qui n'ont pas remporté. C'est pourquoi vous le constatez que dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, si 7 membres, on a ces 2 membres des bureaux, plutôt si 7 membres de ces bureaux, on a essayé de laisser 2 sièges, par exemple, pour les gens de l'opposition. Ça, c'est une volonté de la partie qui a gagné. Parce que si nous devons respecter la logique des élections, même si un règlement d'ordre d'intérêt ne passerait pas. Ne passerait pas parce que nous avons, au niveau de l'Assemblée nationale, toutes les cartes en main pour refuser une telle disposition. Mais nous voulons bien qu'il puisse y avoir une ouverture. C'est un peu les règles de jeu de la démocratie. Nous avons 5 membres du bureau parce que, ma foi, nous avons travaillé pour être largement majoritaires. Ils n'ont pas travaillé, ils ont 2. Maintenant, la loi reste. Si aujourd'hui, il y a des élections législatives en 2016 et qu'ils ont gagné, ils auront 5 au bureau, nous, on aura 2. Mais il faut qu'ils travaillent. Ce qui veut dire que ce Parlement, c'est tout à fait identique avec le Parlement qu'on a connu aux années 90, 89 par exemple, où le parlementaire venait appliquer les décisions, les recommandations de Mobutu. Non, ils n'étaient pas en réalité des représentants du peuple, mais ils venaient appliquer, déjà en 89, comme aujourd'hui, appliquer les recommandations de Kinga, par exemple. Monsieur John, déjà en 89, on parlait du Conseil législatif. On ne parlait même pas du Parlement. Et avec le 13 parlementaire. J'ai dit, on parlait, ils étaient membres du Conseil législatif. Et je vais vous dire qu'en 1975, ce Conseil législatif a été élu par acclamation. Ils n'ont pas bâti campagne. Quand nous parlons de nominations, et que les gens veulent parler de nominations, il y a des gens dans ces pays qui ont été vice-présidents du Parlement, un Parlement qui a été nommé carrément. Pourquoi? Parce qu'élu par acclamation. Mais nous n'en sommes pas là. Mais le chef de l'État, mais je vais vous dire, il a été nommé en 2000. Je vais vous dire ceci. Cela ne dispense pas. Nous devons comprendre les fonctionnements des institutions, politiques. Je suis en train de vous dire ceci, que dans les règles du jeu, nous parlons de la séparation des pouvoirs. Il y a un pouvoir exécutif chapeauté par les chefs de l'État, certes, parce qu'il est le patron de l'exécutif, mais il y a aussi un Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Et il y a un gouvernement. Nous avons l'institution parlementaire et nous avons l'institution judiciaire. Dans cette séparation des pouvoirs, on a créé ce qu'on appelle des mécanismes de collaboration des pouvoirs. Pour les mécanismes de collaboration des pouvoirs, nous avons besoin, quand nous sommes à l'exécutif, d'avoir au sein des parlements une majorité qui nous est acquise. Nous n'allons pas interférer dans les décisions du Parlement, mais nous pouvons les influencer par rapport à nos familles politiques. C'est ça les règles du jeu, on ne va pas les changer, c'est partout au monde pareil. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc ne pensez pas que si nous sommes en train de vivre en RDC, c'est un cas de figure qui devient un cas de figure congolais, loin de là. Mais c'est lui qui veut avoir cette majorité au niveau du Parlement, qui commence par s'organiser au niveau d'abord des partis politiques, qui commence par s'organiser au niveau de leurs propres familles politiques. Ma foi, que constatons-nous? Au moment où il règne une certaine discipline dans la majorité, je dis bien dans la majorité parlementaire et de la majorité présidentielle tout court, nous n'observons que de l'autre côté, que des divisions et des querelles stériles. Je vais vous dire une chose. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des députés dans ces pays, des élus du peuple qui sont interdits d'accès à une rue de la ville de Kinshasa par leurs propres leaders, leurs propres présidents. Vous ne trouverez jamais ces gens de cas de figure dans la majorité. Parce qu'ils n'ont pas respecté la discipline. Je vous dis seulement qu'ils sont interdits d'accès dans une rue. Vous trouvez ça normal, vous? Ils sont exclus du parti. Je suis en train de vous dire, vous trouvez ça normal? Je ne suis pas là pour vous poser des questions, mais ayons le courage. Ayons franchement le courage. Ayons le courage. Non, j'ai dit ceci. Vous savez pourquoi ils sont exclus? J'ai dit ceci. Je vais vous dire une chose. Je ne trouve pas normal
qu'un homme politique d'un certain acabit puisse sortir ce genre de propos. Je ne comprends pas la politique de cette manière. Si vous le trouvez normal, vous en prenez responsabilité. Vous en prenez la responsabilité devant les gens qui nous suivent et devant vos enfants qui suivront aussi cette cassette un jour. Je suis responsable de mes questions. Ce que je suis seulement en train de dire, c'est que genre, vous assumez vos questions, mais moi j'ai dit qu'il y a des députés élus du peuple dans ces pays qui sont interdits d'accès à une rue de la ville de Kinshasa. Et je vais seulement vous dire que ce n'est pas normal. Donc s'il faut maintenant parler du désordre, et s'il faut parler maintenant des leçons à tirer, vous avez votre adresse, vous savez où vous devez vous rendre. Pas dans la majorité. Alors, on va quitter ces débats, ça va prendre trop de temps. Revenons sur Matata Ponyo parce que c'est le plus important pour ce soir. Vous avez dit qu'il était important pour lui de faire un discours sur la situation générale du pays, c'est ce qu'il a fait devant les représentants du peuple, mais du moins il fallait qu'il dise au peuple par où il va commencer. Est-ce que ça a été dit? Aujourd'hui, M. Papintamba, vous savez au moins par où Matata Ponyo va commencer avec son gouvernement pour d'ici 2016. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que dans l'annonce même de ces programmes de politique générale, le Premier ministre Matata, il a commencé par reprendre les 7 axes fondateurs de la révolution de la modernité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de savoir par quoi il va commencer. Je suis en train de vous expliquer. C'est que le chef de l'État a bâti campagne dans ce pays. Il a dit aux gens ce qu'il ferait. Il a donné les axes fondateurs de la révolution de la modernité. Je peux avoir le loisir de reprendre à votre attention. Allez-y. Il a tout simplement dit qu'il peut faire de notre pays, qu'il veut faire de notre pays un pool d'intelligence et de savoir-faire, avec des perspectives bien définies. Il a dit qu'il veut faire de notre pays un grenier agricole, avec des perspectives bien définies. S'il veut faire de notre pays un grenier agricole, il a pris un engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est une augmentation de notre taux de croissance de 5% chaque année. Avec la production, par exemple, du manioc qui est à 15 millions de tonnes aujourd'hui, qui doit passer à 45 millions dans l'horizon 2016. Tout ça, ce sont des objectifs qui sont... Il n'a pas dit comment il va procéder. Je suis en train de vous dire ceci. Il y a des plans opérationnels. Je ne pense pas que je suis dans votre émission ici pour dire comment il va procéder, parce que pour ça, il a bien dit qu'il va procéder par la création des villes rurales. Il va procéder par la création des regroupements de villes pour former des agropoles. Il y a tout un schéma. Nous parlons de la révolution de la modernité qui a été le discours de campagne ou le programme de campagne du chef de l'État. Il a dit qu'il veut faire de notre pays un vivier de la nouvelle citoyenneté et de la classe moyenne, en essayant de cibler 3 secteurs d'activité bien spécifiques, c'est-à-dire les paysans, la classe moyenne qui est généralement composée des gens qui sont de l'économie informelle, c'est-à-dire 80% de ce qui touche ces secteurs-là de l'économie informelle, ainsi que les fonctionnaires, tant au niveau national qu'au niveau provincial, avec des perspectives. Le temps me manquerait de vous dire le contenu. Il a dit qu'il veut faire de notre pays une terre de paix et de mieux-être, avec des engagements précis. Il a dit qu'il veut faire de notre pays une puissance énergétique au cœur de l'Afrique, avec des perspectives bien définies. Il a dit qu'il veut faire de notre pays une puissance économique et une puissance comment? Industrielle, avec par exemple la création de 5 zones économiques spéciales. Il a été précis. Il veut faire de notre pays, à la fin, je ne sais pas si j'ai cité tous les axes fondateurs, s'il reste un axe fondateur, je ne sais pas. Tout cela a été clair dans les discours du chef de l'État, dans le programme de révolution de la modernité, repris par Matata Ponyo déjà à l'introduction de son discours de politique générale. Qu'est-ce que les gens auraient voulu? Qu'ils viennent devant l'Assemblée nationale reprendre ce que les pères avaient déjà compris, les messages pour lesquels le chef de l'État a été élu. Il est là maintenant pour dire de façon générale quelle serait maintenant la marche à suivre du gouvernement. Et dans la marche de suivre du gouvernement, il a circonscrit cela en 6 points. Où lui, maintenant, de la marche à suivre restant de la révolution de la modernité, il était clair qu'il faut maintenant rétablir les compétences régaliennes de l'État. Il a essayé d'énumérer un certain nombre de choses. Je ne pense pas que si nous étions, par exemple, dans un séminaire à l'université ou dans une conférence, et que ce n'était pas une émission télévisée, je pourrais maintenant prendre carrément ma craie avec un tableau, maintenant commencer à expliquer. Ce n'est pas le but de l'émission. Donc, je veux tout simplement que nous puissions comprendre, nous qui sommes les Congolais, c'est que nous sommes dans la logique du fonctionnement normal des institutions. Mais tout ceci, c'est très bien dit, c'est
très bien réfléchi, c'est très bien écrit, mais il n'est pas le premier à les dire. Ses prédécesseurs ont eu à dire la même chose. Ah bon? Presque. Mobutu avait un projet de société merveilleux pour ces pays. Ça n'a jamais été appliqué. Non, Et non, sois sérieux. Je pose ma question. Je pose ma question. Et quelles sont les chances? Quelles sont les chances que l'Attapo nous dispose aujourd'hui pour réussir tout ce que vous avez repris? La chance, je pourrais dire, se résume dans les slogans de la campagne 100% sûr. Je vais dire pourquoi. Parce que Matata Ponyo aujourd'hui hérite d'un programme mis en place par les chefs de l'État qui recycle des choses depuis qu'il est là en 2001. Tous les objectifs pris par les chefs de l'État sont des paris récits. Lorsqu'en 2001, il dit que voilà, il s'est assigné 3 objectifs. Premièrement, réunifier notre pays. Personne aujourd'hui peut dire que ce pari n'a pas été tenu ou n'a pas été gagné. Lorsqu'il dit qu'il va organiser les élections, en passant bien entendu par la mise en place de la Constitution, personne n'est pas dit. Je peux dire aujourd'hui que le pari n'a pas été tenu. Lorsqu'il a dit qu'il va relancer notre économie, personne ne peut dire aujourd'hui que le pari n'est pas tenu. En 2006, lorsqu'il parle des perspectives maintenant de développement basées maintenant sur les 5 chantiers comme plan de reconstruction de notre pays, nous voyons le commencement. C'est un plan de reconstruction qui est en marche. Aujourd'hui, vous avez abandonné, embrassé la révolution de la modernité. Mais non, la révolution de la modernité ne rime pas avec les 5 chantiers, ils sont sérieux. Les 5 chantiers, jusqu'à aujourd'hui, continuent à courir. Les 5 chantiers, quand vous parlez, je vais dire seulement de l'imaginaire collectif congolais. Pour eux, ils comprennent les 5 chantiers, par exemple, quand ils voient les routes, 5 chantiers, ils ont surnommé les Chinois 5 chantiers. Personne ne va me dire qu'on a arrêté de construire les routes. Nous sommes entrés, les 5 chantiers, c'est un plan de reconstruction. Le chef de l'État a essayé de définir 5 axes, où il a trouvé que ce sont des axes prioritaires de reconstruction pour développer notre pays. Maintenant, dans ces plans de reconstruction, il veut faire les choses en 2011, parce que nous héritons maintenant d'une situation économique favorable, il veut le faire en révolutionnant les choses. C'est-à-dire la vision de Joseph Kabila n'est pas seulement de dire que je vais par exemple construire une route, mais la route que je vais construire doit être moderne. Donc il veut moderniser tout ce qu'il fait. Ce n'est pas seulement parce que je vais construire un hôpital, mais tout ce que je vais faire doit devenir comment moderne. Je révolutionne les choses. Nous sommes dans les 5 chantiers, mais qui est construit par la révolution de la modernité. Il n'y a rien de contradiction. Nous sommes dans le même schéma. Vous évitez quoi? Le 5 chantiers a causé beaucoup de problèmes avec l'Occident, qui n'était presque pas d'accord avec vous, parce qu'il fallait être un peu plus clair dans cet accord avec le Chinois. Peut-être vous voulez quand même... Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. Ouvrir la porte. Mais le problème, c'est que les chefs de l'État avaient pris l'engagement. C'est-à-dire qu'il s'est posé juste un petit problème, pas 2, pas 3. Il fallait reconstruire le pays, mais il fallait trouver les moyens. Et pour trouver les moyens, nous étions un pays pauvre et très endetté qui devait sortir l'endettement. On a pris des engagements devant les institutions de Bretton Woods. Il faut maintenant assumer le poids de la dette en mettant en place un plan triennal et mettre en place des gages de bonne gouvernance pendant 3 ans. Cela, c'est pour nous permettre de sortir de l'endettement. Mais maintenant, il fallait reconstruire le pays parce que le Congolais ne va pas comprendre que vous êtes seulement en train d'assumer le poids de la dette et ne pas reconstruire. Il fallait trouver les moyens. Et ces moyens-là, il ne fallait pas réendetter les pays plutôt. Pour ne pas réendetter les pays, on a mis en place une certaine innovation de ce qu'on appelle échange matières premières contre infrastructure. Et là, l'Occident a estimé que c'était une autre forme d'endettement. Et maintenant, c'était un bras de fer où il fallait expliquer. Ils nous ont donné les choix. Vous avez les choix entre respecter la logique, par exemple, des institutions de Bretton Woods, ou vous avez le choix de continuer avec les Chinois pour les 5 chantiers. Et le chef d'État dit que je veux les 2. Et pour les 2, allons à la table de négociation. Nous avons dans ce pays un homme qui a fait ses preuves dans toute forme de négociation puisqu'il a tout réussi. Il avait même proposé ses services dans le cadre de la négociation. Rappelez-vous, dans son discours, dans son point de presse d'avant-campagne, il avait dit à l'opposition que s'ils ont un problème pour présenter un candidat commun, j'offre mes services. Et qu'est-ce qu'il a fait? On a essayé de mener un certain travail. Et ce travail-là a abouti à ce qu'il puisse y avoir un contrat d'harmonisation qui a été signé exactement le 10 décembre 2009. Lorsque nous l'avons signé, c'était un pari gagné. Certes, l'enveloppe qui était les 9 milliards est descendue à 6 milliards, quand on essaie de revoir les choses, mais c'est un pari gagné où, en même temps, nous avons les contrats chinois et en même temps, nous avons le processus des initiatives, des États initiatives PPT. On peut dire bravo Kabila.
Est-ce que ces contrats chinois, qu'est-ce que le pays a gagné avec ces contrats? Attendez. Seulement les routes que nous voyons, le boulevard de 30 juin? On me parle des routes. Non, restons dans les principes fondateurs. On parle d'échanges, matières premières contre infrastructures. Soyons sérieux. Nous avons aujourd'hui, je vais l'expliquer par une logique très élémentaire. Aujourd'hui, je me trouve chez moi, j'ai très faim, mais j'ai mon chikwang et je ne veux pas manger la chikwang toute seule parce qu'il faut un accompagnement. Quelqu'un me dit que moi j'ai du poulet. On peut s'associer. C'est-à-dire, je viens avec mon poulet, vous avez votre chikwang, et on va manger tous les deux. Je ne peux que dire oui. Nous avons des matières premières. C'est un potentiel, certes. Mais ce potentiel nécessite ou demande un lourd investissement pour les mettre en valeur. En 1997, lorsqu'on a essayé d'évaluer, par exemple, au niveau de la Gécamine, pour relancer l'outil de production de la Gécamine, vous savez, en 1997, ce que cela a nécessité comme coût. Les experts ont démontré qu'il fallait un budget, par exemple, un investissement d'environ 1,3 milliard pour relancer l'outil de production de la Gécamine. Or, à cette année-là, notre budget n'était pas encore de 1,3 milliard. Je parle de notre budget. Mais il fallait pour la seule Gécamine l'investir et c'est l'argent qu'on n'avait pas. C'est comme quelqu'un vient me rendre visite chez moi. Il dit que je vais manger, mais j'ai une provision chez moi à la maison, mais tout est congelé. C'est vrai qu'il veut manger, mais je ne veux pas lui servir un poulet congelé. Je dois commencer par le décongeler et il y a tout un processus pour que ça devienne du poulet consommable. Donc les Chinois ont besoin de nos matières premières et nous avons besoin des infrastructures. Et les infrastructures dont nous avons besoin ne se limitent pas dans les routes. Il y a des infrastructures de santé. Vous savez que sous le mandat du chef de l'État, il y a 416 centres de santé qui ont été réhabilités. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux de référence qui sont pratiquement à la fin c'est-à-dire à la fin d'être livrés. Il y a 58 instituts de techniques universitaires, c'est-à-dire médicales plutôt universitaires, qui ont été réhabilités. Vous n'allez pas me dire que ce ne sont pas des infrastructures de la santé. Vous n'allez pas me dire que lorsqu'on essaie d'augmenter un certain nombre de kilomètres de route, que ce ne sont pas des infrastructures. Parce que le principe, c'est infrastructure contre matières premières. Et ces infrastructures sont là. Et vous voulez savoir les pays bénéficient de quoi? Mais ce n'est pas un marché de dupes. Parce que nous avons dit qu'on va céder les matières premières et nous avons besoin des infrastructures. Et les infrastructures sont construites. En quoi est-ce que maintenant on va dire que le pays n'a rien bénéficié? Sauf que l'enveloppe était de 6 milliards. Et vous savez, 6 milliards, c'est un besoin d'un pays qui a un potentiel de 2 345 000 km² comme superficie, avec assez et trop de problèmes. Donc il faut comprendre qu'il y a des choses qui ont été faites, mais tout ne peut pas être fait avec 6 milliards. Nous sommes dans cette dynamique. Voilà pourquoi le chef de l'État est réaliste. Il dit que s'il veut que notre pays devienne un pays émergent, c'est dans l'horizon 2030. Il est réaliste, mais jusque-là, on attend encore le résultat. Je repose ma question. Parce non, mais attendez, vous êtes de quel résultat? Je n'ai pas eu la réponse. Mais je ne veux pas des infrastructures. Vous me parlez, vous n'avez pas eu des réponses par rapport à quoi? Les problèmes des Congolais. Je suis en train de vous dire, quel est le problème des Congolais? Les Congolais sont connus. Les opposants vous ont dit, durant toute la campagne électorale, ils étaient clairs là-dessus. Il fallait se mettre au travail déjà, M. Papy Tamba. Les problèmes des Congolais? Il fallait donner des discours. Mais vous savez, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Lorsqu'aujourd'hui on parle de l'emploi, il faut considérer double paramètre. L'emploi commence déjà par la création des conditions de l'emploi. On ne parle pas de l'emploi quand les conditions de la création de l'emploi ne sont pas connues. Un État crée des emplois lorsque l'État offre un cadre qui sécurise l'investissement. Parce que ce sont les entreprises qui sont considérées comme étant des pourvoyeuses des richesses dans un pays, qui contribuent fortement au PIB et qui créent des emplois. L'État, à travers la fonction publique, ne peut pas résoudre tous les problèmes d'emploi dans un pays. Donc, il fallait commencer par créer les conditions. Pour créer les conditions, vous devez être en paix. Nous étions un pays en guerre, un pays morcelé. Pour créer ces conditions, il faut avoir un cadre juridique. Il n'y avait même pas de constitution. Il fallait d'abord commencer par mettre en place une constitution et mettre en place l'arsenal juridique nécessaire. Nous sommes dans la dynamique, chers messieurs. N'essayez pas de comparer la... C'est-à-dire, si nous voulons être sérieux, la RDC doit être notre seul élément de comparaison. Si nous voulons comparer les choses pour voir si nous avançons, essayons de voir ce qu'était notre pays hier par rapport à ce qu'il est
aujourd'hui. Ça nous permettra de définir les axes pour savoir si nous avançons ou si nous reculons. Or, à ce que je sache, et ce ne sont pas les institutions de finances internationales qui vont me contredire, notre pays est en train plutôt de bien assainir ses finances publiques au point que nous sommes en train de... Les cadres macroéconomiques étant aussi d'être assainis pour maintenant booster l'emploi. Aujourd'hui, il y a des grands groupes qui annoncent leur arrivée en RDC. Ce qui n'était pas possible avant 2001, avant 2003, avant 2006. C'est ce qu'il faut considérer, chers amis. Il faut commencer par créer les conditions de l'emploi pour parler de la création de l'emploi. Même si de l'emploi, il y en avait, ça serait bénéfique au PPRD parce que vous l'avez démontré suffisamment à l'Assemblée nationale, vous avez occupé le poste de président de l'Assemblée et au gouvernement à la primature. Cher ami, je crois qu'on va être sérieux. Les PPRD ne gèrent pas les entreprises privées. Non, j'ai dit les PPRD ne gèrent. Vous parlez de l'action politique. Quand on parle de la création d'emplois, on n'est pas dans la politique pire. On est plus dans les privés. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que les PPRD gèrent votre entreprise si vous la créez demain. Soyons sérieux. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que les PPRD, par exemple, gèrent Vodacom ou que les PPRD gèrent RTL. Donc, quand nous parlons de l'emploi, c'est plus dans ces secteurs-là qu'il faut regarder. Ce n'est pas dans la politique pour dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a des députés. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Les députés sont les élus du peuple. Vous allez faire quoi des entreprises publiques, le PPRD? Bientôt, peut-être vous ne serez nommé, je ne sais pas, mais je pose ma question. Qu'est-ce que vous allez faire des entreprises publiques? Mais les entreprises publiques sont gérées. Vous savez qu'il y a toute une politique, un vaste programme qui est mis en place. On est tenté de redéfinir un certain... C'est même compris dans le cadre de la révolution de la modernité, avec des perspectives. Nous sommes en train de viabiliser les entreprises publiques. Lorsqu'aujourd'hui, vous allez par exemple devant OGEFREM, vous regardez les conditions de travail d'OGEFREM il y a 10 ans, par rapport aux conditions de travail d'aujourd'hui, et par rapport aux perspectives d'OGEFREM. Monsieur, il y a le mérite de dire que vous devez être fier en tant que Congolais. Nous sommes en train de révolutionner les choses, cher monsieur. Nous travaillons dans un contexte extrêmement difficile par rapport à l'état des lieux. Il faut commencer par savoir quel a été l'état des lieux de la RDC quand nous avons hérité les choses. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en termes de réalisation et quelles sont les perspectives d'avenir? Pour créer l'emploi, en 2011, dans le cadre de la révolution de la modernité, les chefs de l'État veulent que notre pays devienne une puissance économique et industrielle. Un pays qui mise sur l'industrie, un pays qui mise dans son économie, c'est un pays qui crée à coup sûr des emplois. Mais comment on va y parvenir? Non, vous dites que c'est les grands problèmes. Les chefs de l'État, vous dites que comment ils veulent y parvenir. Je vous ai dit que les conditions pour créer l'emploi sont mises en place. La preuve, c'est simple. Moi, je voyage beaucoup. Je suis souvent dans les avions. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand vous prenez un avion aujourd'hui, ça c'est un grand indicateur. Il ne faut pas réfléchir par des grandes théories. En RDC, il y a encore quelques années, quand vous montez dans l'avion, vous regardez, vous n'êtes que des Congolais peut-être avec 10 expatriés. Aujourd'hui, vous prenez les avions, vous partagez. Vous partagez les sièges. Ceux-là qui viennent chez nous, ils ne viennent pas en tourisme. La RDC n'offre pas encore le tourisme. Cher monsieur, j'ai travaillé pendant longtemps et je continue encore à travailler comme apporteur d'affaires. J'ai dit bien apporteur d'affaires au niveau de la France. Et je peux vous dire les contacts que j'essaie de nouer avec des entreprises du monde entier qui aimeraient ou qui désireraient venir investir en RDC. Ce qui n'était pas possible il y a quelques années. C'est ça qu'on appelle par créer les conditions de l'emploi. Et ça, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Congolais, apprenons à dire merci à celui qui fait quelque chose. Mais vous dites en termes de horizon 2013, horizon 2020, horizon 2030, mais vous n'avez que 5 ans pour gérer ces pays. Vous ne savez pas si vous serez aux affaires après 2016. Dites-nous dans 5 ans ce que vous allez faire cher précisément, monsieur, de manière claire. Cher monsieur, il n'y a pas longtemps, on a suivi les débats en France entre deux candidats présidents, c'est-à-dire Sarkozy et François Hollande, où le candidat François Hollande a tout simplement dit sa vision, par exemple, pour ce qui est dans le domaine nucléaire. Comment il compte fermer un certain nombre de centres nucléaires. Mais pendant son mandat, il ne fermera qu'un seul. Mais dans son programme qu'il a présenté, il y a environ 17 centres qui doivent être fermés. Ça s'appelle les principes de la continuité de l'action publique. C'est une culture qui manque dans notre pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Congolais ont droit au chapitre pour comprendre que lorsqu'on est président, on ne se limite pas seulement à regarder pendant son mandat. On va au-delà de son mandat. Parce qu'après vous, il y a d'autres Congolais
qui seront là à la tête du pays, qui peuvent hériter de certaines choses. C'est une révolution. Voilà encore la révolution de la modernité. C'est une révolution. C'est-à-dire quand les chefs de l'État... Vous n'allez pas laisser des inachevés. Mais il y aura obligatoirement des infrastructures finies et des infrastructures inachevées. Obligatoirement. Nous sommes pas, on n'a pas de discours populistes. Dans 5 ans, est-ce qu'on peut le savoir? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Mais considérez-vous que dans ces pays, il n'y a pas encore des choses achevées? C'est ce que j'ai du mal à comprendre cela. Il y a bien des choses qui sont achevées dans ces pays. Il y a des choses qui continuent à être construites et il y a des choses qu'on va toujours continuer à construire. Parce que si vous allez en France aujourd'hui, je vais vous dire une chose, c'est qu'en France, on est tenté de casser les boulevards périphériques pour maintenant remplacer les bus qui passaient sur les boulevards périphériques par des trams. Mais personne ne peut dire que la France n'a jamais été construite. Et c'est presque partout ailleurs. Et pour développer les pays, on a besoin de relancer des grands travaux. Ça permet de booster l'économie. Donc en RDC, vous devez savoir que les chefs de l'État commencent à travailler. Il a commencé à travailler, il travaille. Il ne va pas tout finir. Il y aura son prédécesseur qui va venir encore continuer à travailler. Nous sommes dans l'action continue. Vous n'allez pas me dire... Attendez, la RDC, je tiens encore à le répéter, c'est 2 345 000 km². En termes de superficie réelle, nous sommes 2e en Afrique, 1er en Afrique même. Parce que l'Algérie est le seul pays qui est plus grand que nous en termes de superficie. Mais je ne dirais pas réel parce qu'au moins 90% du territoire est désertique. Le Soudan a été divisé aujourd'hui. La RDC aujourd'hui peut être considérée comme étant les pays les plus grands de l'Afrique, mais avec aussi le plus grand nombre d'ambitions et le plus grand nombre de besoins. Avec une population pauvre. Une population, je dirais même extrêmement pauvre, avec extrêmement de besoins. Il faut voir dans quelle situation le pays était, mais nous voulons donner de la hauteur à ces pays. Voilà pourquoi on met en place une politique avec beaucoup de volonté, avec un débit de réalisation, parce que les Congolais ont droit au bonheur. C'est ça la volonté du chef de l'État. Et je pense que les efforts en la matière sont mis en place. Voilà au moins ce que je pourrais vous dire, cher Vous avez le moyen pour... où allez-vous tirer le financement? Nous revenons encore. Je pense qu'en ce qui concerne les budgets de l'État, ou les moyens de financer les premiers ministres dans son programme, discours de politique générale, était clair là-dessus. Il les a spécifiés. D'abord, nous comptons d'augmenter quoi? Nous allons essayer d'augmenter ou mobiliser beaucoup plus de recettes propres. Aujourd'hui, on parle d'une prévision, par exemple, dans les prochaines années, d'une prévision, par exemple, des recettes de TVA qui devaient avoisiner les 20 milliards. Mais en dehors de ça, nous comptons, c'est-à-dire en dehors des recettes aussi, qu'on a toujours essayé de percevoir. Nous devons savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que nous relançons un certain nombre de choses, à côté, l'État aussi essaie de gagner. Lorsque le chef de l'État déclare dans son discours d'investiture qu'on va initier une réforme, la réforme qui sera initiée en matière minière, c'est-à-dire que tout ce qui est produit en RDC doit être transformé en RDC. Mais si l'État va tirer des grands dividendes avec une telle politique, on a des choses qu'on peut offrir. Et lorsqu'il y a des usines de transformation, je vous dis que l'État tire des grands dividendes. Mais en dehors de cela, il y a les partenariats publics-privés. Le Premier ministre l'a bien déclaré. Il y a toujours le principe de l'échange matières premières infrastructures. Il y a les pas des portes. Il y a un certain nombre de choses qui étaient clairement définies par le Premier ministre lui-même pour dire où nous allons trouver les résultats, où nous allons trouver les financements. Maintenant, vous devez les voir dans le budget de l'État. C'est le seul miroir qui permettrait de déterminer quelles seraient les mobilisations des recettes en termes de prévision l'année 2012. Et quelles seraient les prévisions des dépenses? Et on va essayer d'avancer jusqu'en 2016. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à votre question. Et l'enveloppe des fonctionnaires, vous savez, ils étaient tout le temps devant Mosito, les 5 ans passés. On a eu à perdre nos chaussures, les talons, parce qu'on devait les accompagner tous les jours devant le bureau du ministre des Fonctions publiques, devant le ministre Matata Ponyo lui-même à la finance, devant la primature. Quelle politique vous prévoyez pour essayer de valoriser les fonctionnaires de l'État? Je vous dis que la révolution de la modernité a prévu des choses. Je vous ai dit que dans le cadre de faire de notre pays un vivier de la nouvelle citoyenneté et la classe moyenne, le chef de l'État a pensé plutôt
aux fonctionnaires sur les plans nationaux comme sur les plans provinciaux. Premièrement, par l'amélioration des conditions de leur vie qui passe par l'augmentation des salaires. Or, ce n'est pas l'augmentation des salaires qui va permettre à ce que l'amélioration de la vie soit concrète. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser les coûts de la vie. Pour baisser les coûts de la vie, nous voulons faire mener notre pays un grenier agricole avec d'autres perspectives, de manière à ce que la hausse des salaires ne soit pas accompagnée par la hausse des prix. Il y a une hausse des salaires, de l'autre côté, ça va être une baisse des prix. Et lorsque nous allons passer cela à la balance, c'est là maintenant qu'on va créer beaucoup plus de classes moyennes. Mais le problème du fonctionnaire n'est pas qu'en RDC. Toute proportion gardée. Nous savons qu'aujourd'hui, tous les pays du monde gèrent les problèmes des fonctionnaires. Donc aujourd'hui, la volonté qui est mise en place par les chefs de l'État, c'est de prétendre à un certain nombre de résultats, mais il faut savoir, encore une fois de plus, dans cette dynamique, il y aura encore besoin d'attendre. Vous avez décidé d'augmenter les salaires des infirmiers. Vous avez augmenté ça de combien de pourcents? Non, je suis en train de vous dire que les problèmes, il ne faut pas réfléchir en termes de pourcentage. Je suis en train de vous dire qu'il faut réfléchir en termes de la politique qui va être mise en place pour baisser le coût de la vie. C'est ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est plus important. Vous savez, donnez-moi 200 $, c'est bien. Vous me donnez 200 $, que je sois en RDC ou que je sois par exemple en France, j'ai toujours 200 $, mais les conditions d'utilisation de ces 200 $ ne seront pas les mêmes. Ça ne va pas représenter la même chose. 200 $ à RDC, je peux prétendre un certain nombre de choses, et en France, peut-être, je prétendrai moins. C'est ce qu'il faut considérer. Donc, il faut commencer par baisser les coûts de la vie. Pour baisser les coûts de la vie, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Et il y a des perspectives. Et nous sommes là pour les voir. Tout Congolais qui a des yeux. Ça me rappelle un artiste dans ce pays qui a chanté pendant la campagne. Bazana Misukasi, Bazo Monate, to Bazana Misukasi, Baboyi, Kotala. Abi Bazo Tambola na Mituka, mais Bagumbi Mitu. Là, il s'adressait à vous? Non. Il s'adresse aux ennemis du peuple congolais. C'est-à-dire, ils circulent par exemple sur les boulevards parce qu'ils ne veulent pas reconnaître, par exemple, ou bien ils vont à Bandundu, ils ne veulent pas reconnaître que cette fois-ci, en 5 heures d'état, je peux arriver à Bandundu, aller à Gumbi Mitu. Parce que si je tomboli Mutu, ils vont dire, ah, Njelo est Tongoy Malam. Ils préfèrent que Gumba Mitu. Non. Nous devons savoir une chose, c'est que ces pays nous appartient. À vous, à moi et à tout le monde. Ce que le chef de l'État peut faire pour le peuple congolais, c'est pour tous les peuples congolais. Ce n'est pas seulement pour les membres de la majorité. Il y a nécessité que nous puissions tous ensemble comprendre qu'aujourd'hui, il y a un chef de l'État élu qui s'appelle Joseph Kabila, qui est le président de tous les Congolais, et nous pouvons être chacun dans notre rôle pour l'accompagner de la révolution de la modernité. Vous êtes au pouvoir, essayez d'être sérieux derrière son programme. Vous êtes dans l'opposition, proposez, amenez l'alternance. Nous en avons besoin. Vous pouvez dire que voilà, à ce niveau-là, vous avez mal perçu les choses, nous allons avancer. Maintenant, par rapport à votre capacité d'apporter l'alternance, ça dépend, ça va créer votre crédibilité vis-à-vis du peuple pour 2016. Le peuple saura quelle opposition vous avez été. Parce que, je vais citer Lionel Jospin. Hein, je me rappellerai toujours dans son livre, le livre écrit par son Excellence Antoine Gonda, Joseph Kabila, Mythe ou Réalité, il a cité Lionel Jospin en faisant référence à François Mitterrand. Qu'on ne devient pas, je dis bien qu'on ne devient pas, et plutôt on n'arrive pas au pouvoir lorsqu'on est dans l'opposition en se comportant de manière irresponsable dans l'opposition. Je pense que le cas de la France aujourd'hui, c'est un bel exemple. La droite a été au pouvoir pendant 3 mandats. De façon répétitive. Pour l'opposition. Non, je suis dit pour l'opposition. Lorsqu'on est dans l'opposition, il faut être responsable pour conquérir les pouvoirs. On ne conquiert pas les pouvoirs lorsqu'on est irresponsable en étant dans l'opposition. Or, qu'est-ce que nous constatons, ma foi? C'est que l'opposition continue à penser jusqu'aujourd'hui que la révolution de la modernité, c'est le fait du pouvoir. La révolution de la modernité, c'est les bénéfices du pouvoir. Non. La révolution de la modernité, c'est le projet du chef de l'État pour l'ensemble du peuple congolais. Qu'on le veuille ou pas, il est là et il sera là jusqu'en 2016. Accompagnons-le. Alors, nous sommes, peut-être, on va se séparer bientôt. Une question peut-être pour, avant de se séparer, où est-ce que vous en êtes avec le général Bosco Tanganda? Je crois que si vous suivez l'information, aujourd'hui, j'ai suivi sur le site de RFI, où
où le Rwanda commence à proposer sa médiation à la RDC pour l'affaire de l'Est de notre pays. C'est révélateur d'un certain nombre de choses quand même. C'est quand même révélateur d'un certain nombre de choses. Nous voulons bien que le Rwanda offre ses services si le Rwanda commence par extrader Nkunda. Si le Rwanda commence par comprendre qu'il ne peut pas servir en tant que pays de base arrière à certaines personnes qui essaient de détruire notre pays. Mais le problème au niveau de l'Est de notre pays est au-delà de Bosco Ntaganda. Moi, je pense, et je l'ai dit avec les plus grands sérieux possibles, que nous sommes aujourd'hui en train de négocier les derniers virages. Je suis persuadé que lorsque nous allons mettre Bosco Ntaganda hors de nuire, ainsi que tous les systèmes Bosco Ntaganda, avec les M23, tout ce dont on en parle, parce que les forces régulières de la République sont en train de gagner de plus en plus de terrain, ça va être la fin de cet épisode. Pour nous permettre maintenant de mettre en place des lois responsables pour résoudre ces problèmes. Vous regrettez d'avoir... Parce que notre problème, je vous écoute. Allez-y. Parce que notre problème, c'est que les gens n'ont jamais su, au niveau de du Nord et du Sud Kivu, c'est que depuis les années 30, alors qu'il n'y a aucun Congolais qui avait le pouvoir de décision, aucun, nous étions encore un pays colonisé. Mais depuis les années 30, il y a des Rwandais qui ont été déportés dans notre pays par les Belges pour venir faire quoi? L'agriculture, à leur profit. Ils ont été déportés. Vers les années 30, aucun Congolais, je tiens encore à le répéter, n'avait le pouvoir de décision. Ils ne se sont pas seulement limités à les déporter. Ils leur ont donné les droits fonciers. Donc ça veut seulement dire qu'il y a des terres qui leur ont été comment? Données. Une justification que vous faites? Je suis en train de vous dire comment nous devons poser la problématique avec plus de responsabilités. Je ne suis pas en train de donner une justification. Je suis en train de dire que nous sommes en train de négocier les derniers virages pour maintenant résoudre ces problèmes avec responsabilité. Parce que notre pays, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore suffisamment résolu ces problèmes. En 1964, ce n'est dans la constitution de Lulabo. Ce n'est pas pour rien que déjà le problème de la nationalité s'est posé, par exemple, par rapport aux Rwandais qui ont émigré chez nous depuis les années 30. En 97 aussi. Je suis en train de vous dire en 64. J'ai volé avec l'histoire. En 66, nous avons encore connu les rapports même de M. Paloukou, si vous avez bonne mémoire. La Constitution 67 a éludé les problèmes, a laissé la responsabilité à une loi organique. La loi organique a été mise en place en 72 avec la loi sur la nationalité, mais mise en place pour un seul cas de figure en 82. Vous savez, lorsque vers les années 80, avec la nomination de Bisengimana comme étant directeur du cabinet du chef de l'État Mobutu, ça a tellement suscité des choses que c'était une remise en cause même de la loi de 72 pour mettre en place une nouvelle loi de 82 qui n'a jamais réellement résolu des problèmes. Lors de la conférence nationale, il y a eu toute une commission, la commission Vangu Mambweni. La commission Vangu Mambweni, pendant la commission nationale, a essayé encore de se pencher sur ces problèmes sans trouver de solutions à ces problèmes. N'essayons pas, nous devons réfléchir froidement. Mais il faut dire. Il y a des pays, je vais vous dire qu'il y a la France, il y a d'autres pays la France a eu des sérieux problèmes avec l'Allemagne au niveau des frontières, avec des gens qu'on ne savait plus identifier qui est français, qui est allemand. Il fallait les résoudre avec responsabilité. Ils ont su prendre des mesures. Réfléchissons froidement. N'ayons pas des discours xénophobes. Ça ne sert absolument à rien. Moi, je vais vous dire une chose, je vis en France. Et lorsque ma fille ou mes enfants vont prétendre dire qu'ils sont français, ils ne les pensent pas, mais ils le sont. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On vous remercie. On aura à développer autour de cette question, surtout des éléments importants d'histoire que vous avez relevés sur le cas général Bosco Ntaganda. On en parlera parce que je suis resté vraiment sur mon soif, parce que j'ai encore des questions à vous poser. Non, mais je suis... Par rapport à cela. Vous savez, dans la majorité, nous sommes comme notre leader. Moi, j'appelle les chefs de l'État comme étant les serviteurs de la République. Mais vous savez bien échapper aux questions. Vous avez échappé à ma question. On va se rattraper prochainement. Je suis là, je dis je suis serviteur de la République, toujours prêt pour la révolution comme à l'époque de notre illustre impère. Votre mot de conclusion, on va se séparer. Le mot de conclusion, c'est que nous devons aimer le Congo. Voilà. C'est-à-dire être patriote. Aimons le Congo. Merci beaucoup, M. Papi Ntamba. Je rappelle que vous êtes du PPRD, de la majorité présidentielle. Vous êtes spécialiste en communication numérique pour le corps du chef de l'État. Vous y étiez notre invité de ce soir. On vous remercie infiniment et bonne soirée.
Merci beaucoup, M. John. Mes condoléances aussi parce que nous apprenons que vous êtes éprouvé. Merci. Donc, on vous remercie aussi, vous nous avez suivis à travers la ville de Kinshasa, à l'UNIKIN, un peu partout dans l'université, publique comme privée. On remercie aussi l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir, Chiga Mwamba la réalisation, Belotin Kadi, Pati Veka et Dimitri. Et je remercie aussi ceux qui vous ont accompagnés. On se voit le mercredi à la rediffusion à 14 h et les dimanches à 9 h. Au revoir. Au revoir, M. John.